Je m'appelle Marc Fontrier, je suis un officier en retraite et je suis docteur en géopolitique africaine et j'ai vécu 27 ans en Afrique et quelques années en Somalie, notamment pendant le déploiement des opérations des Nations Unies et de Restore Hope qui avait précédé l'affaire, et je dirigeais le renseignement français dans l'opération. Alors je vais vous parler des Shabab qui défraient souvent la chronique, qui ne sont pas un modèle de mouvement islamiste, si je les compare à ce qu'il y a d'autres sur la planète, mais qui ont eu un développement très spécifique qui ne s'inscrit pas dans les quelques années qui viennent de précéder leur apparition. Al-Shabaab, c'est un mouvement islamiste, effectivement, donc d'islam radical, qui est installé en Somalie, mais qui est la conséquence de 40 années, 50 années même peut-être maintenant, d'infiltration de la population somalie par un islam radical. Les Somalis, tout d'abord, et je pense que Gérard Prunier vous en a parlé avec brio et brillamment, c'est un ensemble de faisceaux lignagés. Il est pour le moment inutile de rentrer dans le détail de ces faisceaux. Il faut simplement avoir en permanence à l'esprit que c'est une société qui traditionnellement est acéphale et segmentaire et qui a donc beaucoup de mal à trouver une cohérence à travers un système d'État-nation organisé tel que l'Occident l'a imposé au reste du monde depuis une cinquantaine, voire depuis une centaine d'années, dirons-nous. Il y a donc des faisceaux lignagés, c'est-à-dire, à partir d'un ancêtre commun, une somme de petits-fils et d'arrière-petits-fils qui ont fondé des familles et qui, à chaque fois, ont créé des segments sociaux. Ces segments sociaux, ils ont pris une autonomie, ils sont individuels. Ils sont individuels au point que, dans la société somalie, tout part de la base. Lorsque les Occidentaux présentent la Somalie et les Somalis, ils vous présentent des faisceaux lignagés avec de magnifiques déclinaisons, des pyramides en quelque sorte, de lignage. Ce qui est important de savoir, et c'est ce qui est le plus important pour celui qui intervient sur le terrain, c'est de savoir que toute problématique somalie se construit à partir de l'individu, et que c'est à partir de l'individu qu'il va remonter vers, dans sa logique agnatique de ses parents, pour construire quelque chose. Mais il n'y a pas d'ordre qui vient du haut. Ça n'existe pas. Alors, le Somalie, regardons-le sur la construction lignagère, je n'insiste pas davantage. Il y a autre chose qui l'anime, c'est ce que les Somalis appellent le khair. Le khair, c'est la loi traditionnelle, c'est la loi du clan. Ça n'est pas une loi comme nous l'entendons. C'est une sorte de modus vivendi, de façon entendue par tous, au sein de laquelle, eh bien, il va y avoir des autorités qui vont se signaler, non pas par leur pouvoir d'imposer, mais par leur capacité à conseiller. Et dans le monde somali, toute situation sera le résultat d'un consensus, ce qui fait que tout est très long. Ça n'est pas unique en Afrique, ce n'est pas unique au Proche et au Moyen-Orient. Mais là, c'est vraiment particulièrement marqué au sein de cette société somalienne. L'autorité, je vais revenir dessus, elle appartient, c'est ce que j'appelle l'autorité, parce qu'il faut bien trouver quelque chose, l'autorité morale appartient à un certain nombre de gens sur lesquels nous allons revenir. Les processus de décision sont toujours les mêmes, c'est le consensus. Vous ne pouvez pas sortir d'une réunion avec un individu qui vous a dit qu'il allait faire ceci, en vous disant qu'il va le faire. Non. Il faudra d'abord qu'il en réfère au clan, qu'il en réfère à la famille, ça dépend de la voilure que vous avez adoptée, mais vous ne pouvez rien attendre sur le plan décisionnel immédiatement après une réunion. Ce n'est pas comme chez nous. C'est le contraire du principe même des germaniques, si vous voulez, où quand on se réunit, c'est qu'on a déjà tout calé. Là, ce n'est pas ça du tout. Là, il va falloir qu'il y ait des décisions. Donc, le consensus, long à obtenir, très difficile pour les gens qui ont des centrales en Europe et un déploiement sur le terrain, parce que quand vous êtes sur le terrain, vous avez tout le monde qui vous met les pieds dans les reins parce que ça ne va pas assez vite. C'est vrai dans les grandes administrations, c'est vrai dans les entreprises, etc., etc.
Kabyle, en Somalie, c'est le mot arabe qui a été repris pour désigner la tribu. Et ça, ce sont des dessins qui sont en train de passer dans les médias, les petits journaux de Mogadiscio, et qui sont sensibles à ça, mais avec ce sentiment d'impuissance au regard de la prégnance du clan. Alors, le modèle décisionnel somali, 3 niveaux. D'abord, les Odaï, c'est vieux, c'est l'ancien, c'est l'elder, comme on a coutume de l'entendre. Sa puissance, c'est une puissance qui n'est pas décisionnelle, mais qui est de rassembler autour de lui tous les gens qui vont, une fois d'accord, être d'accord. Ils sont la fin de la conversation, d'une certaine façon. Cette conversation, c'est la collectivité qui va la mener autour de l'arbre. L'arbre a une valeur symbolique. Et une fois que tout le monde sera tombé d'accord, que tout le monde aura pris la parole, parce que tout le monde a le droit de prendre la parole, le jeune, le vieux, tout le monde, eh bien, un consensus sortira ou ne sortira pas. Tant qu'il ne sortira pas, vous n'aurez rien de décisif, tout l'échec de toutes les conférences de réconciliation, etc., qu'on a pu avoir depuis 1991. Tant que ce ne sera pas sorti, eh bien, il ne se passera rien. Le deuxième individu, c'est le Wadad. Le Wadad, c'est le religieux, celui qui connaît ce que dit le Coran. Le Wadad, il n'a pas non plus une fonction décisionnelle. De temps en temps, dans le conseil, on va se tourner vers lui et il va dire, voilà, la religion dit ça, les textes disent ça. Et le troisième niveau, ce sont les guerriers, le Waranlé, celui qui va faire, éventuellement, au sein de la société somalie, exécuter ce qui aurait été décidé par le consensus. On est dans cette logique-là. Alors, ça c'est la logique traditionnelle. Après, il faut bien s'entendre. Dans la société traditionnelle, il y a un proverbe qui dit « Si tu dois choisir entre la loi de la religion, la charia, et la loi du clan, le khair, choisis la loi du clan. » Ça, c'est le positionnement traditionnel du milieu somali en bourse. Et ça, c'est toujours vrai. Maintenant, il s'est passé d'autres choses avec les indépendances, avec la colonisation, etc. Il s'est installé qu'au moment des indépendances, eh bien, les colonisateurs, que ce soit l'italien ou l'anglais, ont voulu former, ont cherché à former les cadres de la future nation. D'autant plus que cette nation, on sentait qu'elle allait décider de rassembler les deux espaces, Somaliland anglais et Somalia italienne. Lorsque il a fallu former ces gens, eh bien, les Anglais ont envoyé des gens à Londres, dans des universités anglaises, ce qui a formé les cadres du Somaliland, et les Italiens à Rome ou ailleurs. Et puis, tout le monde a décidé d'envoyer également des gens au Caire, à l'université Al-Azhar, et à Médine, ou à la Mecque, en Arabie Saoudite, pour se former également à la loi musulmane, qui, c'était quasiment entendu, allait être le cœur quand même de la loi qui sortirait, des lois qui seraient retenues par le nouvel État. Sauf que, à Al-Azhar, ils ont été en contact avec deux types de gouvernements, deux types de façons de voir le monde. La façon des frères musulmans, donc, qui était une façon radicale, pas beaucoup moins à l'origine d'ailleurs en 1929 quand le mouvement a été créé par Hassan al-Banna, qui ne l'est devenu au moment des années 50, 60, avec une dérive beaucoup plus dure sous la pensée de Coupe, qui a été pendue par Nasser. Donc à Al-Azhar, ils apprennent ça. Ils apprennent un islam qui est un islam beaucoup plus radical et qui surtout est un islam politique, ce qui n'existe absolument pas dans la psychologie somalie traditionnelle. L'islam n'est pas politique. Ils vont également rencontrer autre chose à Al-Azhar. Ils vont rencontrer des Égyptiens qui ne sont pas forcément musulmans. Ils vont rencontrer le monde de Nasser, c'est-à-dire une vision progressiste, matérialiste de la société. Et ils vont ramener des idées qui ne sont pas des idées musulmanes, qui sont des idées marxistes, communistes. Ceux qui vont aller
à la Mecque et à Médine, eux n'auront pas ce souci-là. Tout le monde va être formé à cet islam qui est l'islam wahhabite, qui est donc un islam très radical, qui fait une lecture très dure, très du droit, hein, et qui est la loi en Arabie Saoudite. Et une somme de gens vont revenir donc à Mogadiscio et puis dans les grandes villes de Somalie avec ces idées-là. Ces idées-là, c'est quelque chose qui ne va pas ressortir immédiatement. La Première République va vivre sa vie tranquillement, plutôt sous l'égide de l'ancien colonisateur, l'italien en particulier, mais également l'anglais au Somaliland, jusqu'à ce que, coup d'État en 1970, 10 ans après, Siad Barre vient au pouvoir. Quand Siad vient au pouvoir, le monde islamiste n'est pas là. Il n'est pas au premier rang, il ne s'est pas manifesté. Mais comme tous ces gens qui sont allés à Al-Azhar, à la Mecque et à Médine sont des professeurs qui ont été formés aux règles de l'islam, ils vont distiller une certaine vision de l'islam, très différente de l'islam traditionnel, à leurs élèves. Sous Siad, l'ouverture n'est pas dans leur direction, c'est clair. Siad, comme nous en parlions tout à l'heure, est un type qui a fait des choses très bien au début et qui après a souffert de malchance, sécheresse, guerre de Logaden qu'il a très mal menée, ses propres erreurs, et surtout le fait que son pays est entré en guerre civile et qu'il a lui-même connu une dérive clanique. Ce à quoi il avait échappé. Parce que la première idée de Siad Barre, c'est de mettre en place un communisme, un État marxiste. En 1973, il va se heurter justement, en particulier lorsqu'il va créer une loi de la famille, qui donne l'égalité aux femmes, sur les héritages, etc., etc. Il va prendre dit Ouadad, ou Ouadaddo au pluriel, donc des prêcheurs de mosquées de Mogadiscio qui sont des radicaux, qui eux ont pensé que le moment était bon pour sortir leur islam à eux, et à ce moment-là, eh bien, il va les mettre contre un mur et il va faire fusiller 10 au milieu de Mogadiscio, pour que tout le monde sache bien. À ce moment-là, l'islam radical repasse en immersion périscopique. Le monde musulman a le temps. Hein, le problème d'un musulman, c'est pas comme chez nous, si c'est pas lui qui va voir l'apparition ou l'établissement de la loi de Dieu sur terre, eh bien ce sera ses enfants ou ses petits-enfants. Il n'y a pas de hâte. Donc on attend. Alors on se trouve avec deux islams, d'une certaine façon, radicaux, politiques. Un islam qui va choisir, je suis obligé de simplifier énormément, mais il faut partir de ces fondamentaux-là. Un islam qui va passer par la persuasion, c'est ce qu'on appelle la da'wa, c'est l'invitation à adhérer aux idées musulmanes et à la loi musulmane. Et une deuxième voie, qui est une voie beaucoup plus radicale, qui est celle qui vient vers l'évolution des frères musulmans, qui est ce que vous connaissez sous le mot de jihad, qui ne veut pas dire guerre, une guerre sainte, hein, qui veut dire effort plutôt, et donc une variante, une possibilité, et la guerre, c'est-à-dire l'imposition. Puisque dans le monde musulman, vous avez le pays de la guerre, hein, le Dar al-Harb, et le pays d'islam, le Dar al-Islam. Donc il y a cette volonté prosélyte et un désir prosélyte. Alors, l'islam somalite traditionnel, qu'est-ce que c'est? C'est un islam qui correspond à une école juridique particulière, qui est l'école chafiite, qui prévaut dans quasiment tout le bassin de l'océan Indien. C'est un islam parce que la loi islamique, comme vous savez, est fondée sur le Coran, bien sûr, sur le corpus de traditions, les hadiths, et sur un certain nombre de comportements quand ni l'un ni l'autre ne permet de trouver la solution à un problème juridique donné à un certain moment. Et cette école-là, hein, les quatre écoles sunnites sont apparues à peu près en même temps, entre le 700 et 800, 850. Et dans cette région-là, c'est cet islam-là, qui n'est pas le plus sévère étant l'islam hanbalite d'Arabie Saoudite, et ni le plus facile, qui est l'islam malikite que l'on trouve en Afrique du Nord en particulier. Autre caractéristique de l'islam somalien, c'est l'appartenance à des confréries. Les confréries, surtout dans l'interfleuve, là où je crois vous envisagez, où vous êtes déployés,
entre la rivière Chabelé et le fleuve Djouba, les confréries sont très installées. Mais elles l'ont toujours été. Et elles ont été quelque part, avec des moments plus tendus, mais elles ont quand même toujours été quelque part, elles sont toujours, comme elles peuvent l'être d'ailleurs au Sénégal ou ailleurs, des facteurs d'apaisement. Parce que ça crée ce qu'il manque à l'islam sunnite, c'est-à-dire une direction spirituelle. Ils disent, bon là maintenant on se calme. Chacun peut faire sa lecture de l'islam à partir du texte sacré, puisqu'il n'y a pas de clergé. Hein. Chez les chiites, c'est autre chose. Donc, le Caire à Al-Azhar, hein, je vous l'ai dit, les contacts étudiants, lorsque les formations se font au Caire ou en Arabie Saoudite, mais également au retour, avec création de cercles et création de petites organisations. Alors, alors, ces nouvelles idées, bien sûr, elles font face à des contradictions structurelles. Une nouvelle confrontation politique, puisque on se trouve avec un principe libéral démocratique de type occidental quand on est sur la version nassérienne, je vais prendre ce mot-là pour faire simple, et surtout au principe d'athéisme, qui est absolument illisible dans le monde musulman. Une nouvelle confrontation socio-religieuse. Les idées nouvelles appellent à identifier la contradiction qu'il y a entre le principe de Ummah, de communauté religieuse, et le principe du clan. Et vous allez retrouver ça chez les Shabab en ce moment. Des solidarités claniques prévalant sur la foi, c'est la règle dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'islam confrère. Alors, les nouvelles hypothèses, eh bien, il y a une sorte de guerre qui s'installe dans les mosquées sur la façon dont il faut voir tout ça. Et il y a maintenant des prêcheurs qui sont beaucoup plus formés à une dialectique musulmane et qui vont être en mesure de prouver, de convaincre davantage de gens que leur vision de cet islam est la bonne. Alors tant que le pays est en paix, le problème ne se pose pas trop, même si c'est une paix musclée, mais les choses vont quand même changer lorsque la situation va mettre en danger le quotidien de chaque Somalien. Ça, on l'a vu, et on va voir apparaître, à partir des années 60, au Somaliland, un mouvement qui s'appelle la Warta al-Shabab. Vous voyez déjà arriver le concept de jeune et le concept d'unité. Alors oui, la langue somalie a adopté énormément de mots arabes qu'elle a écrits en Somalie. Un arabe ne dira pas al-Shabab, il dira al-Shabab, parce qu'il y a une... Mais en Somalie, on a autre chose. À Mogadiscio, on voit apparaître un mouvement, Al-Hali, qui va se diviser très vite en deux mouvements. Le mouvement des salafiyas, ceux qui vont se réclamer de la façon de vivre au moment du temps du prophète, et puis les gens du takfir. Ce sont ceux-là les redoutables. Ce sont ceux-là qui vont amener à ces visions très dures de l'islam que l'on peut rencontrer en Somalie, mais par ailleurs, de par le monde, bien sûr, l'État islamique notamment. Les takfiris, ce sont des gens qui considèrent que c'est leur façon de voir et pas une autre, et à partir du moment où on n'est pas de leur avis, eh bien c'est insupportable, et non seulement ils vont décider que le musulman qui ne les suit pas est un incroyant, mais bien sûr ceux qui ne sont pas croyants par nature, comme les occidentaux, encore davantage. Alors, ces deux mouvements vont se rejoindre au moment de l'affaire, va se créer un quatrième mouvement, Al-Nahda, et ensuite la Jamia Islamia, le Rassemblement islamique, qui va se joindre au mouvement du Somaliland pour créer un mouvement dont on a beaucoup entendu parler dans les années 95 et qui va disparaître vers les années 2004, qui est Al-Ittihad al-Islam. Quelques repères historiques, donc je vais passer très vite là-dessus, pas trop de temps. Je vous demande de dire ça assez rapidement, en concevant, bien sûr qu'en 91, le pays s'effondre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de structure d'État, il n'y a donc plus de système de loi, il n'y a plus rien de tout ça. Et qui plus est, il y a des problématiques climatiques qui, comme c'est récurrent en Somalie, vont rendre tout ça difficile. Délitement des structures de l'État. Alors c'est le temps des chefs de faction.
vous avez peut-être souvenir, ou vous avez lu, la présence de Ali Mahdi, qui vole quelque part sa victoire sur Siad Barre au général Haïdil, qui avait un projet politique. Ce n'était pas un grand comique non plus, mais qui avait quand même un projet politique. 91, la partie nord du pays décide de vivre sa vie à part. C'est le Somaliland à l'heure actuelle. 93-95, l'opération des Nations Unies. La grande finesse américaine amène au désastre et nous quittons. Les Occidentaux partent. Tous, quasiment, sauf quelques humanitaires qui vont rester ça et là. En 97, sous d'ailleurs l'impulsion de Lewis, le fameux spécialiste, le créateur des études Somalie, on commence à envisager des building blocks. C'est-à-dire, comme on n'arrive pas à stabiliser ce pays, l'idée ressort qu'on va pouvoir sortir des zones qui sont plus calmes que d'autres et les circonscrire et leur donner la possibilité de se reconstruire autant que faire se peut de la façon la plus paisible possible. C'est ce qui va se passer c'était déjà passé, ce qui était en train de se passer au Somaliland d'une façon très naturelle, c'est ce qui va se passer en pays Majertine, au nord-est du pays, mais il va y avoir d'autres essais qui vont avoir lieu de part et d'autre. En 98, le pays Majertine prend son autonomie sous le nom de Puntland. En 2000, le président de Djibouti se dit qu'il vient d'être élu, Ismail Marguelé, derrière le vieux Bouled, considère qu'il a un coup à jouer diplomatique. Et il décide d'une conférence où il va essayer de rassembler l'ensemble des chefs de faction. Il n'y parvient pas, mais il parvient quand même à mettre en place un système qui va permettre à un gouvernement de transition de se mettre en place. Sauf que ce gouvernement de transition, il fait revenir tous les anciens de Siad Barre qui sortent de partout, qui reviennent d'exil, et qui, pour certains, à commencer par le président qui va être choisi par ce gouvernement, sont d'anciens ministres de Siad. Le président a été 4 ou 5 fois. Ça, c'est le plus mauvais moment des Américains. C'est bien dommage pour des jeunes gens courageux, bien sûr, qui ont laissé leur vie, mais ça crée une rupture entre la société américaine et le monde somali. Les Américains rentraient de la guerre d'Irak, quand nous sommes arrivés en Somalie, c'était règlement de compte OK Call. C'était les gros bras, c'était le fameux débarquement sur les plages, etc. Et puis là, tout à coup, alors qu'ils venaient de vaincre haut la main une grande armée organisée et équipée, il y avait quelques traînes savates équipées de couteaux et de vieilles kalachnikovs qui étaient en train de leur tenir la drage haute dans les rues de Mogadiscio et ailleurs. Là, rupture pour tout le monde. C'est à ce moment-là, donc, qu'Al-Ittihad a commencé à se développer. En Somalie, bien sûr, mais également dans l'Ogaden éthiopien, qui est peuplé de Somalie. C'est l'actuelle région Somalie de l'Éthiopie. Les islamistes, à ce moment-là, vont montrer le bout d'un rang et vont tenter de créer un État islamiste, d'abord dans le nord, à la limite du pays Majertine et du Somaliland, et également dans le sud de la Somalie, dans le Guédo. Le Guédo, c'est la province qui est sur la trifrontière avec le Kenya et l'Éthiopie. Guéka en Somalie, c'est l'arbre, c'est les arbres. Et c'est le pays également des tribus maritimes. Sauf que, immédiatement, réaction de tout le monde. Réaction des Somalis, eux-mêmes, mais réaction de l'Éthiopie, qui ne veut absolument pas voir des gens qui ont en Somalie une zone refuge, alors qu'ils sont en train de développer la dissidence dans le pays Ogaden, la partie donc Somalie de l'Éthiopie. Tout ça, ça donne lieu à une récupération, et les rescapés qui laminent les islamistes, qui vont s'éparpiller un petit peu partout, mais qui sont toujours là quand même. Les rescapés vont soit se repositionner dans les affaires, très tranquillement, soit être récupérés par des extrémistes haouillés. Les haouillés, c'est cette grande confédération de lignage qui est au niveau de Mogadiscio, les plus nombreux en fait, les Somalis, et ils vont à ce moment-là développer un certain nombre d'accointances avec Al-Qaïda. Alors, Al-Qaïda, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Al-Qaïda, c'est un logo, c'est déjà un logo. En 2004, Al-Qaïda, ça n'existe quasiment plus, sauf ça serait référé
à une certaine vision de l'islam et du devoir des musulmans. C'est ça. Mais il faut aussi savoir qu'en 93, c'est le moment où ce bon Oussama est viré du Soudan avec perte et fracas et est obligé de partir ailleurs. Alors il part où? Il part en Afghanistan. Parce que dans cet Afghanistan, il y a toujours la guerre, il y a toujours des combats. Et ces combats, eh bien, au moment où s'est délité le régime de Siyad, au moment où, après la guerre de l'Ogaden, plus personne ne savait trop quoi faire, il y a toute une population, des jeunes et des moins jeunes, qui sont partis à l'appel au djihad lancé par l'Arabie Saoudite en Afghanistan pour lutter. Alors ça avait été dans un premier temps dans les années 80 contre les Russes, mais après pour lutter contre les Américains. Donc il y a eu un appel d'air par là. Les jeunes gens qui ne savaient plus très bien quoi foutre en Somalie sont également partis là. Ceux-là, on va les retrouver, c'est Cairo, c'est tous ces gens-là, que ceux d'entre vous qui ont lu quelques lignes là-dessus connaissent. Et Oussama, c'est quelqu'un qui avait... Al-Qaïda, c'est la base, mais c'est également la base, c'était son travail en Afghanistan, c'était justement de rassembler, d'équiper, de gérer tous les volontaires étrangers qui arrivaient pour combattre. C'est ça la base. La base, c'est une vraie base en fait à l'origine. Et dans les années 90, eh bien il est là. Et puis ils savent, ces gens-là, qu'ils ne vont pas pouvoir durer très longtemps où ils sont et qu'il leur faut une hypothèse de repli. La Somalie est envisagée par Al-Qaïda, il en a des textes là-dessus, à ce moment-là, comme pourrait être une base de repli possible, parce qu'il y a un état de non-droit. Il n'y a pas de droit, il n'y a rien. Et c'est dans cette immense pagaille, donc, je vous montre rapidement, ça c'est la façon dont se construit cet islam radical. Ce groupe spécial en bas à droite, ça va être Al-Qaïda, ça va être les Shebabs. C'est ce groupe de jeunes gens qui, dans les tribunaux islamiques, va prendre... Combien de temps j'ai encore? Pas beaucoup. Ah oui, on m'a bouffé mon temps. 2000, gouvernement de transition. 2004, gouvernement fédéral. En 2006, les Américains créent, à partir des anciens chefs de guerre qu'ils ont combattus, une organisation pour le rétablissement de la paix en Somalie, qui s'appelle donc l'Organisation pour le rétablissement de la paix, etc. Cette organisation va sembler menaçante à l'islam, bien sûr, mais tout le monde a vu venir aussi que depuis quelque temps, comme il n'y avait pas de loi et que le gouvernement qui avait été mis en place ne gouvernait rien d'autre que Mogadiscio, eh bien la loi musulmane était quand même la seule chose qui restait. C'est un petit peu comme dans le nord du Nigeria, si ça s'est installé comme ça, c'est qu'il n'y avait rien d'autre et que c'était une faillite de l'État. Bon, l'État était resté au Nigeria, là il avait disparu. Et peu à peu, eh bien, dans les différents quartiers de Mogadiscio, s'installent des tribunaux qui vont rendre la loi, qui vont mettre des gens en prison en s'appuyant sur la loi musulmane. Ils vont même créer une milice pour aller arrêter les bandits. Ils vont mettre de l'ordre sur la route de Marca, de Baraoué, les ports du sud, pour lutter contre les pirates notamment. Ils vont faire des choses comme ça, alors d'une façon plus ou moins égale, plus ou moins bien intentionnée, parce que bien sûr il y a toujours celui qui va trouver moyen de détourner le pognon pour se le mettre dans la poche. Mais globalement, c'est quelque chose qui marche. Et les tribunaux islamiques, eh bien, ils rétablissent un semblant d'ordre dans Mogadiscio. Je me suis rendu à Mogadiscio à ce moment-là, on balayait les rues. J'avais vu Mogadiscio 10 ans plus tôt, on démontait les câbles souterrains pour pouvoir les voler. Et ces tribunaux islamiques, eh bien c'est 15 tribunaux qui ont été composés comme ça, en fonction des tribus, des clans, parce qu'ils sont tous claniques, ils ont tous une teinte clanique. Et parmi eux, eh bien, il y a des durs, et puis il y a des modérés. Les durs, c'est plutôt l'homme du dessus. Et les modérés, c'est plutôt l'homme du dessous. Alors en 2006, ces tribunaux, donc, ils rencontrent un certain succès. Et puis, surtout, ils ont pour eux qu'ils vont se poser contre cette intervention américaine qui est là et qui va lutter contre eux. La guerre s'engage. C'est l'opération
éthiopio- ou américano-éthiopienne, comme vous voulez, de ce moment-là. Et là, les tribunaux sont mis cul par-dessus tête. Les islamistes ont été maladroits, il y a trop de combattants étrangers parmi eux, la population le sait, les soutient pas trop quand même, et surtout, il y a la force de frappe américaine et la force de frappe éthiopienne qui vient d'arriver et qui a submergé toute cette affaire-là. Les islamistes n'ont pas eu d'autre possibilité que de se réfugier vers le sud du pays ou à l'étranger, à partir duquel ils essaient de se reconstituer. Les tribunaux avaient conquis rapidement l'espace. Je vous l'ai dit, une police, la prise de Mogadiscio en main par les tribunaux en juin 2006 et la conquête du Sud, le reste. Sauf que sur la réaction éthiopienne, ils sont incapables de résister et l'aile dure de ces tribunaux se réfugient dans le sud du pays, ce sont les Shebabs. Les autres éclatent, ils partent d'ailleurs plutôt en Érythrée. L'Érythrée a été en guerre avec l'Éthiopie dans les années 2000. L'Érythrée, donc, les amis de mes amis étant mes amis, mais les ennemis sont mes ennemis aussi, eh bien, l'Érythrée soutient les Shebabs, bien qu'ils s'en défendent tout le temps. Donc, nos Shebabs, on les retrouve dans le sud. Awais et les Sharifs, ils ont été copains très longtemps, quand même. Mais là, ça se passe plus comme ça. Une fois qu'ils se sont rendus à Asmara où ils se sont réfugiés, là, ils vont se fâcher. Le premier, le tendre, va essayer de composer avec les gouvernements dits de transition qui se mettent en place, et l'autre va décider de continuer la lutte contre les Américains, bien sûr, et les Éthiopiens, mais également contre le gouvernement qui est soutenu par eux. L'entente, donc, c'est le moment en 2009 où ils explosent, l'Alliance pour la relibération explose, Cheikh Ahmed s'installe à Djibouti et Hassan Dahir, Awais, s'installe à Asmara. Pendant ce temps-là, Sharif en 2009 est élu président de la République parce que le président vient de démissionner pour raison de maladie, président de ce gouvernement fantoche de transition. Et à ce moment-là, on a en Somalie qui s'installe une vraie dérive radicale. C'est le moment où les Shebabs vont pouvoir prendre la main. Cette main, elle est prise par un jeune homme qui était le chef des milices de Mogadiscio, qui est un Abergélier, qui est de la même tribu, du même lignage que Hassan Dahir Awais, et qui lui est un vrai dur. Il a combattu en Afghanistan, il a fait des petits tours au Pakistan, il a été bien formé à toute forme de guérilla, même à des techniques d'enlèvement, d'assassinat, etc. Et il va prendre la main sur le reste du pays et poser un problème gigantesque à ce gouvernement dit de transition qui ne gouverne en fait rien. Seulement, ce qui se passe, et c'est ça le problème, c'est que pour délivrer de l'aide, pour délivrer des fonds d'État, pour délivrer des fonds internationaux, les Nations Unies, tout ce que vous voudrez, l'Union européenne, ont besoin d'un interlocuteur. Et l'interlocuteur, s'il n'y en a pas, eh bien c'est celui-là, c'est ce gouvernement de transition qui ne gouverne rien, qui va devenir gouvernement fédéral, mais qui est celui auquel on va pouvoir donner de l'argent. Alors l'argent, après, où il va, on sait, on ne sait pas, on a des idées, il y a des promesses, il y a tout ce que l'on veut. Mais une chose est certaine, c'est que la pire des situations, ça a été ça. C'est ce qui fait que l'argent de la communauté européenne, non pas, elle ne va pas creuser des puits, à faire comme disent les Somalis, le proverbe somali qui dit on construit un pot à lait en commençant par le bas. Eh bien, on ne commence pas par le bas, là. On cherche des solutions. On va avoir un interlocuteur de haut niveau qui va être suffisant, pertinent pour ramasser le pognon. Il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est ce qui se passe. À ce moment-là, le mouvement religieux, il est pris en main par les plus féroces et les plus déterminés. Je vous ai parlé du takfir. Le fondement du takfir, c'est une sourate
du Coran, qui est plus ou moins interprété, mais qui a donné lieu, c'est un mouvement ancien, à partir des années 70-71 en partie notamment, à une vision très très dure d'une certaine compréhension du texte saint, du texte musulman saint, mais qui n'est pas forcément celle de tout le monde, mais qui dit, qui laisse la porte ouverte à ce que cet islam intolérant s'installe. Et c'est là-dessus que vont se fonder tous les mouvements, en revanche, et les individus qui s'en réclament sur la planète. Alors, après l'explosion donc de l'Alliance pour la restauration de l'unité, se forme un groupe dur à Asmara, sous l'autorité de Hassan Daya Awais. Dans le sud, les Shebabs se sont organisés. Les mouvements s'allient, le Hizb combat désormais à la fois, au bout d'un certain temps, les Shebabs et la Missom, c'est-à-dire qu'ils s'allient et ils se séparent. Les deux groupes fusionnent en 2010 et se séparent en 2012. Et le Hizb, c'est-à-dire Hassan Daya Awais, va se mettre à lutter à la fois contre la Missom qui est maintenant déployée, une nouvelle mission de l'Union africaine, et les Shebabs. Alors, le recrutement des Shebabs, de quoi s'agit-il? En tant que tel, vraiment, sous ce nom-là, on le voit arriver. On le voit arriver en 2004. C'est une organisation multiethnique. Il y a des Somalis, bien sûr. C'est quand même le plus grand nombre. Il y a des Somalis à la base. Ils ne sont pas majoritaires toujours à la tête dans les instances dirigeantes des uns et des autres, selon les régions. Des Somalis entraînés en Irak et en Afghanistan, des Somalis recrutés sur place, parfois de force, des enfants notamment, ce sont ceux qu'on balance en première ligne dans les combats, et puis des sympathisants étrangers qui sont des non-Somalis. Et c'est un petit peu là que ça a interpellé tout le monde, la communauté internationale, les États-Unis qui depuis quelque temps avaient déclaré, comme chacun sait, la guerre au terrorisme. Et de qui s'agit-il? Des gens qui viennent du Yémen, du Soudan, de la côte Swahili, c'est-à-dire du Kenya notamment, dont toute la côte est musulmane, mais l'intérieur est chrétien, du Bangladesh, ce que vous voudrez, des Kenyans, et un recrutement occidental dans la diaspora, puis chez quelques paumés de la terre, comme c'est toujours le cas dans ce genre de circonstances. Alors, cette base somalie, elle est peu concernée par le djihad mondial. Ça, c'est clair. Les Somalis, c'est un peuple autiste, il vit sur lui-même, son intérêt, c'est lui-même. Et l'explosion des Shebabs, l'explosion du mouvement islamiste va venir de ce fait-là. On va y revenir tout de suite. En 2012, le chef des Shebabs fait allégeance à Al-Qaïda. Ça ne veut pas dire grand-chose, allégeance à Al-Qaïda, mais sinon, allégeance à l'idée de l'hypothèse terroriste, de l'hypothèse hyper radicale, violente que peut secréter la pensée musulmane. Mais cette base Somalie, cette allégeance à Al-Qaïda, c'est le fait d'un chef, sur lequel on revient tout de suite. La base, elle reste plus intéressée aux affaires nationales, et surtout, elle fonctionne toujours en fonction des logiques claniques. C'est pour ça, j'ai une question tout à l'heure avant de venir ici, à qui parler quand il s'agit de Shebab? Eh bien, on ne peut parler dans un certain espace géographique aux gens du coin. Il n'y a pas une cohérence, c'est pas l'état-major des armées, le mouvement Shebab. C'est un chef spirituel, un dirigeant global qui donne le ton parce que c'est la personnalité plus forte. Et puis après, c'est partout une bande de chefaillons qui impose une loi sur laquelle tout le monde est un petit peu tombé d'accord. Donc c'est difficile. Alors les Shebabs de l'étranger, il y en a quand même un paquet, un petit paquet, mais un petit paquet très virulent parce que formés. Ce ne sont pas des imbéciles. Les deux plus connus, ce sont ceux-là, ce sont les instigateurs des attentats de Mombasa, de Dar es Salaam, en Tanzanie et au Kenya. Celui-ci, pas vraiment une tête de Somalie, mais qui est de père Somalie, qui a été tué en 2013, lorsque les Shebabs ont commencé à se manger entre eux. Celui-ci, par exemple, c'est un bon Américain de Wisconsin, qui est un spécialiste de la communication,
de l'Internet, etc., etc. On revient, comme souvent dans ce genre de mouvements-là, avec des spécialistes qui viennent de pays occidentaux et qui ont des capacités techniques fortes. Parfois, ce sont des capacités linguistiques. Fazoul, il parlait 4 langues, il se promenait n'importe où, il savait se déguiser, il avait vraiment... il aurait pu travailler au MI6 ou ailleurs. Et on a même des filles, bien sûr, cette bonne Samantha, qu'on appelle la veuve blanche, qui est probablement une des pièces maîtresses de l'attentat de Guérissa, hein, de l'université. Elle a été formée à la SOAS, elle a subi les cours, elle a dû suivre les cours, peut-être pas du vieux Lewis, de Johann Lewis, qui était un petit peu vieux déjà, mais en tout cas de ses successeurs. Le pompon, bien sûr, c'est celui-ci, où on voit qu'il est connu par ses cruautés, hein, il avait appelé la bête blanche, les Shebab eux-mêmes, c'est donc qu'il devait quand même être particulièrement zélé. Hein. C'est un gamin, vous voyez en haut, avec son chat, qui tout à coup, qui n'a aucune accointance personnelle avec l'islam, ni avec la Somalie, ni avec rien. Son papa et sa maman sont deux bons anglais de la banlieue londonienne, où il se passe rien de particulier, et tout à coup, il y a un facteur déclencheur quelque part qui joue. Alors j'en ai presque fini, rassurez-vous. Donc une organisation interne obscure. Un conseil consultatif, parce qu'on est toujours quand même dans ce monde somalie, où il y a un conseil qui réfléchit, et il faut arriver au consensus. Donc on a pris d'ailleurs le terme arabe, hein, le conseil consultatif, sur le modèle saoudien. En 2008, il a 80 membres, et il doit y avoir 10 ou 15 Somalis seulement parmi eux. Ça, c'est intéressant. Par ailleurs, bon, une structure décentralisée, ce qui répond un petit peu à votre question tout à l'heure, par province, dirons-nous. Et une sorte d'organisation en une division étrangère, comme on dirait, une légion étrangère, et une légion nationale. Hein, on distingue quand même les uns des autres, avec une bande de spécialistes, les uns chargés du renseignement, les autres des attentats, les autres des attentats suicides, de l'élaboration des fatwas. N'oubliez pas qu'une fatwa, ce n'est pas une condamnation. Une fatwa, dans le droit musulman, c'est simplement un avis juridique donné par une personne habilitée à le donner. Une fatwa sur n'importe quoi, ça n'est pas forcément. Et un service secret de surveillance intérieure, l'AMNIA, de sécurité, donc, qui est quelque chose qui va observer le monde Shebab de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est comment dirais-je, les renseignements généraux, autrefois chez nous, un truc comme ça. Là, c'est de ça qu'il s'agit. Stratégie, utilisation des médias, des types compétents, à un moment donné sa propre radio, à un moment donné, qui fonctionne toujours, je crois, même sa propre télé, tant qu'ils ont été à Mogadiscio, et puis instrumentalisation des ONG, parce que le pays, comme à l'accoutumée, connaît des situations qui relèvent de la géographie et de la climatologie toujours terribles. La sécheresse en Somalie, on en a parlé de temps en temps quand on a un gratteur de guitare qui a envie d'en parler, mais c'est tous les 2 ans, c'est tous les 3 ans. Dans les années 93, il y en a une qui était beaucoup plus longue que les autres, 73, beaucoup plus longue que les autres, que les Somaliens ont appelé le Zabader, la longue queue, parce qu'on ne finissait pas. Hein. Mais c'est récurrent, sécheresse et inondation, pénurie alimentaire, d'où le problème auquel vous pouvez être confronté, c'était terrible en 93 quand moi j'étais sur place, c'était les accointances par souci de sécurité entre le monde des humanitaires et les chefs de guerre. Les bandes, il fallait les protéger. Hein, et donc il fallait protéger, il fallait payer. Ça existe toujours. Al-Shebab, contrairement à ce que l'on peut raconter ou lire par ailleurs, Al-Shebab, les Shebab, ils vont avec les ONG, mais c'est un trafic très dur. Hein, s'ils négocient avec les ONG, c'est qu'ils y ont intérêt. Maintenant, ne pas négocier avec les Shebab, quand vous êtes en brousse, c'est très 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 difficile. La situation maintenant est quand même très différente, c'est que le mouvement d'abord a rétréci sa présence et
de ce fait, moins de possibilités à partir de la capitale. Alors, Ayrault, vous connaissez. Godinez, c'était celui qui prêchait le djihad international, la guerre sainte. Très dur. A fini par assassiner même son propre ami, Al-Afrani. Il a été tué en 2014. Maintenant, lui succède celui-ci. On n'en sait pas grand-chose de lui. Ayez à l'esprit donc qu'il y a toujours déployé en Somalie une mission de l'Union africaine, sous mandat onusien. C'est 12 000 soldats sur 20 000 demandés, plus le contingent kényan qui est intervenu il y a quelques années. Al-Shabaab, on ne sait pas, entre 5 et 10 000 combattants. Ça, c'est l'opération kenyane de 2011. Ils ont passé la frontière. Ils ont protégé le pays. Il y a vraiment une vraie menace terroriste au Kenya, on le sait. Les purges de Godinez 2013, ça, c'est la fatale. Il y a ceux qui, comme Ostarobo, qui est un homme de l'interfleuve, c'est un type avec lequel on peut parler quand même, qui à l'heure actuelle est réfugié, c'est pas très bien nous. C'était un des partisans de la République islamique en Somalie, mais pas l'islam mondial. Godinez contesté, élimination de ses anciens amis. Provo parvient à s'enfuir, d'ailleurs Weiss est capturé et emprisonné. Et la difficulté d'Al-Shabaab est confortée, est accentuée par l'opération anti-syrien qui lance depuis août 2014 des raids assez décisifs sur les positions du mouvement. Alors, beaucoup de défections, des gens qui rejoignent les forces gouvernementales, ce qui ouvre quand même une fenêtre de tir, si j'ose dire, pour les humanitaires du Sen, et mort de nombreux chebabs, qui, au cours des combats contre les ISOM, au cours de combats contre l'armée gouvernementale, et j'ai fini. Et au cours de. Et entre eux, ça a été terrible. Alors, en 2012, la République fédérale de Somalie est supposée s'être stabilisée. Une question qui était là tout à l'heure. Le président, c'est un Haouié du clan Abargidir, c'est-à-dire le clan de ce général qui avait pris Mogadiscio en 91 et qui s'était vu voler sa victoire par un concurrent qui était Abgal. Le nouveau président, est Abgal, mais le monde islamiste dur est Abargidir. Donc il faut faire très attention à Weiss et Abargidir. Il n'est pas facile pour les gouvernements somaliens de jouer avec ces islamistes. Garder à Weiss qui est en prison, c'est dangereux, sauf si c'est pour le protéger, des siens. Mais il y a toujours cette hypothèse de lutte. Alors, la plus grande partie du terrain donc a été reprise aux islamistes. Celui-ci, en haut, qui était le chef du renseignement, s'est rallié. Celui d'en bas, en revanche, c'est un tueur. On sait qu'il est. On a des photos de lui, égorgeant de ses mains des enfants, lavinant des femmes, etc. Ça, c'est un tableau que vous pourrez peut-être consulter, vous avez le PowerPoint, de la construction de l'islamisme somalien. Alors tout ça, bien sûr, c'est pas brillant, pas très agréable, mais d'abord, il faut bien se souvenir que l'islam, c'est aussi autre chose. Il faut aussi se souvenir que les Somalis, c'est aussi autre chose. C'est pas un peuple perdu au fond d'un désert brûlant avec des chèvres. C'est aussi quelque chose d'apaisé. Moi, j'ai beaucoup vécu, surtout d'ailleurs dans le désert, c'est peut-être autre chose. Et c'est ça.